Lorsqu'on suit la promenade Van Gogh à Auvers-sur-Oise, après être passé devant la maison-atelier du peintre Daubigny, l'un des grands précurseurs de l'impressionnisme, on prend un sentier sur la droite qui remonte vers les champs. On traverse un bois, puis l'horizon se dégage. On marche quelques centaines de mètres et on se retrouve face aux 3 chemins qui ont inspiré à Vincent un tableau devenu célébrissime, Champ de blé au corbeau. On se rend compte alors combien l'esprit de l'artiste était assombri et projetait son désespoir sur ce qu'il voyait. Sur la toile, les 3 chemins sont sans issue. Ils s'enfoncent tortueusement dans l'éclat des champs. Du ciel troublé se détache une nuée de corbeaux qui filent droit vers les yeux de celui qui les observe ou les imagine. Le dehors s'est transformé en danse macabre qui affole les sens. Au-delà des champs, le monde semble s'arrêter net au bord d'un précipice. Eh bien, vraiment, nous ne pouvons faire parler que nos tableaux. Je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer de la tristesse, de la solitude extrême. Dans la réalité, les 3 chemins dorment paisiblement en surplomb du village. Rien d'inquiétant ne m'alerte le jour où je m'y arrête, sinon le souvenir de Vincent. Mon travail à moi, j'y risque ma vie. Je ne vois pas l'avenir heureux du tout. Je me sens raté. Je sens que c'est là mon sort et qui ne changera plus. Van Gogh Thérapie par Stéphane Lambert. Production Beaux-Arts Magazine. Épisode 4, une éternelle fin. Je dis à mon thérapeute que l'art naît d'une blessure. Un jour, quelque chose s'est rompu entre le monde et l'artiste, et il s'est retrouvé hors de l'espace commun de l'humanité. La création essaye simplement de restaurer le lien perdu. Comme vous le faites ici avec moi, note le thérapeute. J'hésite un instant avant de lui répondre. Il est probable que ce soit une autre réalité qu'on atteigne en créant, vous ne pensez pas ? Une réalité subliminale et intime, cachée au creux des apparences. Son dévoilement touche le cœur des spectateurs, mais isole l'artiste. Le fond de l'être est fait d'une tension entre vulnérabilité et envie. Van Gogh est allé jusqu'au bout de sa vérité. Pour survivre, il s'est approché toujours plus près du mystère, jusqu'à frôler le vide. Ma patience est à bout. Il me faut de l'air. Je me sens abîmé d'ennui et de chagrin. Il faut changer, même pour un pis-aller. J'aimerais bien être pendant quelque temps, moins loin de Paris. En mai 1890, Vincent n'en peut plus de son enfermement à Saint-Rémy. Il se croit atteint d'une maladie du Midi. L'étouffement de l'asile et la nostalgie du Nord le poussent à quitter la Provence. Pissarro a recommandé à Théo un certain docteur Gachet. Il soignerait le mal nerveux dans un village près de Pontoise. L'idée de s'installer près de chez lui, à Auvers-sur-Oise, offre à Vincent une perspective. Le médecin est en plus un grand amateur de peinture. Il te ressemble un peu comme physique, lui dit Théo. Avant de rejoindre le calme d'Auvers, Vincent passe quelques journées à Paris dans la famille de son frère. L'occasion de rencontrer son épouse Jo et leur fils, Vincent. Vincent, mon petit homonyme. Quand il pense à son neveu, quelque chose s'éclaire dans son esprit, puis une pensée sombre survient. Je désirerais qu'il eût l'âme moins inquiète que la mienne. C'est aussi l'occasion de revoir ces tableaux emmagasinés par Théo. Leur amoncellement donne le tournis. 10 années ont passé depuis ses débuts. 10 années comme 1000 ans tant elles concentraient d'espoir et de découragement. Mais l'adversité, il avait réussi constamment à la transformer en œuvre. Aujourd'hui, la déchirure se fait sentir de manière plus aiguë. J'ai bien senti à Paris que tout le bruit de là-bas n'est pas ce qu'il me faut. J'ai jugé prudent pour ma tête de ficher le camp pour la campagne. Il ne faut jamais s'arrêter sous peine d'être abattu. Ce sera donc Auvers-sur-Oise.
Vincent s'installe à l'auberge Ravoux, en face de la mairie. C'est la solution la plus économique. La maison du docteur Gachet est à l'autre bout du village. Elle déplaît aussitôt à Vincent qui la juge Pleine de vieilleries noires. chaque début de semaine, il s'y rend pour dîner. Des dîners où il y a 4 ou 5 plats, ce qui est abominable pour lui comme pour moi, car il n'a certes pas l'estomac fort. La promesse d'une amitié réparatrice avec ce médecin amateur de peinture s'avère plus compliquée que prévu. Il ne faut aucunement compter sur le docteur Gachet. D'abord, il est plus malade que moi à ce qu'il m'a paru, ou mettons juste autant. L'homme ne se remet pas de son veuvage. Son métier le décourage. Ses prescriptions sont fantaisistes. Il parle de prendre 2 litres de bière par jour. Vincent paye le médecin en tableau. Il fait son portrait, qui lui renvoie l'expression navrée de son mal-être lorsqu'il était à Saint-Rémy. Je voudrais faire des portraits qui, un siècle plus tard, apparussent aux gens d'alors comme des apparitions. Il y a de l'expression dans nos têtes actuelles, et de la passion, et comme de l'attente, et comme un cri. Pendant cette si courte période, Vincent peint avec une incroyable frénésie. Un peu plus de 70 tableaux entre le 20 mai et le 27 juillet 1890. Ces jours-ci, je travaille beaucoup et vite. Ainsi faisant, je cherche à exprimer le passage désespérément rapide des choses dans la vie moderne. Un regain de résistance le pousse vers un style plus épuré. Après avoir vu à Paris une œuvre symboliste de Pierre Puvis de Chavannes, il s'est mis à rêver D'une nouvelle peinture. Il ramène des fleurs des champs pour composer des bouquets où la nature serait débarrassée de son pouvoir infernal. Mais la trame de ces tableaux, aussi simplifiée soit-elle, peine à masquer son agitation. Tout vibre d'une ardeur inédite sous l'impulsion de sa gigantesque existence. Il n'y a plus de frontière entre l'intérieur et l'extérieur, le feu atteint l'objet de sa vue. Sa ferveur contamine le monde. Je ne dis pas que mon travail soit bien, mais c'est ce que je peux faire de moins mauvais. Tout le reste, relation avec les gens, est très secondaire, parce que je n'ai pas de talent pour ça. Dans ces toiles, le village paraît désert. Les quelques silhouettes qui traversent parfois les lieux ont moins de présence que le geste qui les fait exister. Cette fin de printemps a des couleurs fanées. Le charme des maisons, aux toits de chaume, couve une incurable mélancolie. Ce séjour qui s'annonçait comme une accalmie est en réalité la poursuite d'un lent effondrement. Psychiquement, Vincent arrive au bout de ses ressources. Sa fatigue pèse sur chacun de ses efforts. Le ressassement du paysage épuise sa vue jusqu'aux nerfs. Il sent dans l'air une menace. Et plus que tout, il redoute la survenue d'une nouvelle crise. Ma vie à moi est attaquée à la racine même. Mon pas aussi est chancelant. Juillet 1890. Journée d'intense soleil. Vincent marche fiévreusement dans la campagne en proie au vertige. L'été n'est pas loin d'atteindre son pic. Le peintre continue de batailler avec le paysage. La corvée des gestes à répéter l'épuise. Mais il reste maître de ces couleurs qui se matérialisent sur la toile sans hésitation. Vincent va réaliser ces jours-là certains de ses plus grands chefs-d'œuvre. Les œuvres étaient-elles en train de se tirer d'affaire en abandonnant leur créateur à son sort ? Quant à moi, je suis entièrement absorbé par cette étendue de champs de blé. Je suis complètement dans une disposition de presque trop grand calme. Retour au carrefour des 3 chemins où je me trouve au milieu de la campagne. Dans Champ de blé au corbeau, l'horizon ne joue plus son rôle d'horizon. Le paysage se dresse devant l'artiste comme un mur infranchissable. Ou bien c'est son esprit qui, tel un mauvais rêve, envahit le décor. Les oiseaux déchaînés sont des morceaux d'obscurité qui voltigent qu'un dans sa tête. Vol bas, ciel effondré, soleil aveugle, les 3 chemins devant lui s'avancent comme des démons.
Par quel miracle sa main a-t-elle pu, au cœur de la tempête, absorber la tempête? Je me tiens à moins de 200 mètres du cimetière. À mi-chemin, entre obscurité et lumière, Van Gogh a touché l'or de la nuit. La vie, le pourquoi des séparations, des départs, de la persistance, de l'inquiétude, on n'en comprend pas davantage. Sa lassitude d'être seul lui donne un sentiment d'échec qui ne le lâche plus. À la peinture, il a tout sacrifié. Le projet d'une heureuse communauté n'est jamais advenu. L'équilibre précaire de son existence a reposé sur l'unique soutien de son frère. Mais l'inquiétude le gagne. Et si Théo venait à disparaître? Ma première impression a été qu'il était plus pâle, et toussait davantage que lorsque je l'ai quitté, il y a plus de 2 ans. La dernière fois qu'ils se sont vus, il lui a même semblé que Théo avait moins d'appétit que d'habitude. Ces symptômes ne cachent-ils pas un mal plus grave? L'idée l'épouvante. Vincent prend conscience de la fragilité de sa situation. Il supplie Théo de ne pas partir cet été en Hollande, de venir le rejoindre avec sa famille à la campagne. Et quand Théo se plaint de ses modestes revenus, Vincent se sent mal. N'est-il pas un poids, un frein, à la vie de son frère? À présent, Théo parle de créer sa propre affaire. Mais que se passera-t-il si ce projet le mène à la ruine? Ces idées qui le travaillent journellement plongent Vincent dans un désarroi de plus en plus grand. C'est dans le sol labouré d'un champ de blé qu'on a retrouvé le revolver. À l'endroit où Vincent s'y tirait une balle dans la poitrine le dimanche 27 juillet, dans l'après-midi. Lorsqu'on observe les œuvres de Van Gogh aujourd'hui dans le confort des musées, il est difficile de s'imaginer dans quelle tension elles ont vu le jour. Seule leur mutique beauté est parvenue jusqu'à nous. La détresse dont elles sont les enfants est restée de l'autre côté de la paroi du temps, avec son cri devenu sourd. On croirait assister à une renaissance, totale mais bienveillante, de toutes choses auxquelles on aura cru, on aura désiré. Je suis devant sa tombe, pour la 10e ou peut-être pour la 100e fois. La fin a déjà eu lieu. Nous ne faisons que la revivre sans cesse. Vincent avait si souvent réussi à vaincre l'épuisement. Il était parti dans tant de directions où il aurait dû se perdre. Ses yeux avaient absorbé tant de visages et de lieux. Ses pensées avaient cherché à résoudre tant d'épreuves, et chacun de ses regards était un tel bouleversement qu'il est inimaginable qu'il ne reste que la mort. Avec un même frisson, je retrouve le lit de lierre sous lequel Vincent dort à côté de Théo. Ce frère cadet, dont il n'avait jamais peint le portrait, serait éternellement celui à qui Vincent avait écrit 652 lettres d'août 1872 à juillet 1890. Atteint d'une démence liée au ravage de la syphilis, Théo est mort 6 mois après Vincent. Il y a toujours des visiteurs arrêtés devant leur tombe dans le cimetière d'Auvers-sur-Oise. Aucun artiste au monde n'a connu un tel amour posthume. Chaque lundi matin, lorsque je viens voir mon thérapeute, la fin de Van Gogh se rejoue. Avant le coup de revolver du dimanche 27 juillet 1890, Vincent a peint à 3 reprises le jardin de Daubigny. J'ai une idée pour faire une toile plus importante de la maison et du jardin de Daubigny. C'est une de mes toiles les plus voulues. Je veux y voir une source de réjouissance, et pour son âme, et pour la mienne. Au milieu de l'angoisse qui l'étreint, la délicate obstination des fleurs rassure Vincent. Le souvenir du peintre qui a vécu ici l'apaise. Van Gogh peut tranquillement s'endormir.
tout finit par renaître. Lorsque je pense à lui, lorsque je vois ses œuvres, sa vie se réanime. Sa fin ne finit jamais. Ils ont 2 fois écrit un article sur mes tableaux. Une fois dans un journal parisien et l'autre fois à Bruxelles, où j'avais exposé, et maintenant, dernièrement encore, dans un journal de mon pays, la Hollande. Et cela fait que beaucoup de gens ont été voir mes tableaux. Et ce n'est pas fini. C'était Van Gogh Thérapie par Stéphane Lambert. Interprété par Alec Van der Horst et Stéphane Lambert. Réalisation Théo Boulanger. Production Beaux-Arts Magazine. Avec Florel Guillaume, Alessandra Danelli et Diane Guédon. Enregistrement Studio For All Media.